sciences économiques. Les sciences économiques font partie des sciences humaines et sociales qui étudient l'allocation des ressources rares à des fins alternatives. Autrement dit, selon l'économiste et homme politique Raymond Barre, la science économique est la science de l'administration des ressources rares. Elle étudie les formes que prend le comportement humain dans l'aménagement de ces ressources, elle analyse et explique les modalités selon lesquelles un individu ou une société affecte des moyens limités à la satisfaction de besoins nombreux et illimités. Économie politique, Paris, PUF 1959. En réalité, il n'existe pas une seule définition de l'économie, mais plusieurs définitions, chaque définition renvoyant à des réalités sous-jacentes différentes. En effet, la science économique peut s'appliquer à de nombreux domaines, économie financière, internationale, politique, industrielle, du travail et des ressources humaines, publiques, de la santé, de l'environnement, de l'éducation, etc. Être appliquée de différentes manières, méthodes économétriques, microéconomiques, macroéconomiques, etc. Et y rechercher des objectifs différents, efficience, égalité, etc. Karl Polanyi distinguait par exemple deux sens du terme économique. Le sens substantif, l'économie est une science empirique, qui étudie des procès institutionnalisés. Et le sens formel, l'économie est une science déductive, qui étudie l'action rationnelle. Ce dernier sens se rapproche beaucoup de la conception qu'en avait Ludwig von Mises. Sommaire. 1. Origine de la notion. 1. L'idée de science économique chez les auteurs grecs. 1.2 La naissance de la science économique moderne. 2. Microéconomie et macroéconomie. 2.1 Une définition microéconomique. 2.2 Une définition macroéconomique. 3. Sciences économiques et société. 3.1 Rôle et responsabilité des économistes. 3.2 Enjeux écologiques. 4. Épistémologie. 4.1 L'économie est-elle une science? 4.2 Quelle épistémologie pour l'économie? 4.3 Méthodologie économique. 5 Études. 5.1 Domaine d'étude de l'économie. 5.2 Les grandes questions auxquelles les théories économiques s'efforcent de répondre. 6 Développement de la pensée économique. 6.1 Les développements au début de l'époque moderne, X-vieux siècle, X-vieux siècle. 6.2 Préclassique et classique, X-vieux siècle, X siècle. 6.3 Diversification de la pensée, X siècle, XXIE accent grave CLE. Cette présentation de l'économie orthodoxe. 8 citations. 9 sources. 9.1 Notes et références. 9.2 Bibliographie. 10 Voir aussi. 1.0 Aspects généraux. 10.2 Aspects particuliers. 10.3 Liens externes. Origine de la notion. L'idée de science économique chez les auteurs grecs. Économique est un mot grec, qui apparaît comme titre de deux traités, l'un de Xénophon, l'autre d'Aristote, dont l'objet est la connaissance, et la formulation des lois, nomos, permettant d'optimiser l'utilisation des biens d'une maison, oiko, considérée comme unité collective de production d'une famille élargie ou d'un clan. La richesse est considérée du point de vue de l'abondance des biens produits et de leur utilité, non de l'accumulation de monnaie par l'usure, ou le négoce dont les procédés font l'objet d'une autre discipline, qu'Aristote appelle crématistique, de créma, la richesse, et atto, degré superlatif, et qu'il considère comme des activités stériles, voire déshonorantes dans l'éthique à Nicomaque. L'économique est explicitement distinguée de la politique, laquelle fait l'objet d'un autre traité d'Aristote. Elle vise à établir l'harmonie et la justice entre les différentes classes de personnes et de familles qui constituent la cité. La naissance de la science économique moderne. L'idée d'une science économique est présente dès 1768, dans un écrit du physiocrate Pierre Samuel Dupont de Nemours intitulé De l'origine et des progrès d'une science nouvelle et va de pair avec la volonté de découvrir des lois valables, sous tous les climats et dans tous les pays. John Ramsay Culoche dans son livre Principles of Political Economy de 1825, voit la science économique aussi certaine que toute science fondée sur les faits et l'expérience de. En 1917 Edwin Kennan serait très critique envers l'école anglaise d'économie politique d'avant Stanley Jevon et Alfred Marshall et soutiendra que seuls les outils issus de l'approche marginaliste, école néoclassique, ont permis à l'économie de devenir une science 3. Microéconomie et macroéconomie. Une définition microéconomique. Les choix des acteurs sont réalisés en fonction des coûts d'opportunité. Par coût d'opportunité, il faut entendre la valeur du renoncement. Comme énoncé plus haut, il est difficile de donner une définition rationnelle à certains concepts économiques, car il y a autant de définitions que d'auteurs. Mais, dans une approche définitionnelle, la microéconomie est la partie de l'économie qui étudie le comportement individuel des agents économiques. Elle traite des questions telles que la richesse et donc le profit, l'énergie nécessaire pour une industrie, la pauvreté, etc.
Par ailleurs, un agent économique désigne toute personne morale ou physique qui participe à une activité de consommation, de production ou d'épargne. Une définition macroéconomique. La macroéconomie est l'étude de l'économie envisagée dans sa globalité, sous forme d'agrégat. Elle étudie les choix des individus, tous et non un seul, des entreprises et des gouvernements, sur l'économie nationale et mondiale. L'analyse macroéconomique étudie en particulier les questions relatives à des indicateurs représentatifs de la santé économique. 4. Produit intérieur brut et revenu national brut, consommation globale, épargne, investissement, inflation, taux de chômage, indicateur de développement humain, seuil de pauvreté. Par la comptabilité nationale, elle est une partie de l'économie politique dans le vaste champ de la philosophie politique et de l'anthropologie. Source. L'économie internationale, qui étudie les relations économiques entre pays et certaines caractéristiques de la mondialisation économique, fait partie de la macroéconomie. Sciences économiques et société. Rôle et responsabilité des économistes. Article connexe. Indépendance des économistes financiers. Le rôle des économistes est d'une part d'analyser comment la société humaine produit ses richesses et les répartit, et d'autre part de proposer des explications et des possibilités d'amélioration à certains dysfonctionnements économiques et sociaux. Ils peuvent aussi réaliser des études pour estimer les effets d'une loi ou d'un projet de loi. Les résultats de ces études, qui peuvent être contradictoires d'un modèle à l'autre, sont parfois utilisés par les gouvernements pour réguler l'activité économique. L'économie a donc des liens avec la philosophie politique et elle a un enjeu social considérable, en particulier en ce qui concerne la répartition des richesses dans la société. À ce titre, la responsabilité des économistes fait question. Si leurs propositions sont si importantes pour la société, doivent-ils être tenus pour responsables en cas d'échec ? Enjeu écologique. Depuis la fin du XXe siècle, l'économie a aussi un enjeu écologique. En effet, l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles, déforestation, énergie fossile, minerais, et sur l'équilibre de la planète, climat, biodiversité, pose la question du développement durable. Réciproquement, l'écologie devient un enjeu économique, par l'activité qu'elle génère, recyclage, dépollution, etc. Des réflexions sont en cours, dans le domaine de l'économie de l'environnement, pour intégrer la mesure des activités liées à ces enjeux dans les grands agrégats économiques, PIB, etc., sous forme d'externalités. La prise en compte des intérêts écologiques et des dégâts de l'activité économique sur l'environnement devient un enjeu majeur dans les choix d'investissement et la politique d'innovation et d'emploi à long terme. Les États qui s'engagent sur le plan multilatéral à réduire leurs émissions de CO2 mettent en place des réglementations pour encourager les entreprises et industries à investir dans les technologies non polluantes et se reconvertir dans des secteurs sobres en consommation d'énergie. Épistémologie. L'économie est-elle une science ? La question du statut scientifique de l'économie est problématique et conduit certains auteurs à remettre en cause la scientificité de l'économie. 5. La présentation de l'économie orthodoxe montre que les recommandations dépendent toutefois amplement des hypothèses utilisées pour construire le modèle. Et très souvent, il s'agit d'hypothèses fortes. Transitivité, continuité des préférences individuelles, convexité des fonctions d'utilité, maximisation des fonctions de production, marché pur et parfait, etc. Ces hypothèses sont jugées par beaucoup d'économistes hétérodoxes et par des scientifiques de diverses tendances, par exemple Benoît Mandelbrot, comme irréalistes. Il est vrai qu'elles n'ont jamais donné lieu à des confirmations empiriques très robustes, si bien que comme le faisait remarquer Karl Popper, le développement de l'économie réelle n'a rien à voir avec la science économique. Bien qu'on les enseigne comme s'il s'agissait de mathématiques, les théories économiques n'ont jamais eu la moindre utilité pratique, ref. Souhaité. En fait, même si comme Léon Walras, de nombreux économistes ont eu l'ambition de trouver une définition commune à tous les modèles économiques, et de découvrir des lois capables d'expliquer et de prévoir l'ensemble des comportements des acteurs économiques, l'économie ne peut être définie comme une science exacte, selon la définition de Karl Popper, en raison de son caractère fondamentalement autoréférentiel. La connaissance d'une loi modifie le comportement des acteurs économiques, qu'elle est censée décrire. 6. Ainsi d'après Claude Mouchot, l'économie ne sera jamais « science normale » au sens de T.S. Kuhn, et l'unification des théories économiques ne se réalisera jamais, au moins dans une société démocratique. Il faut abandonner la référence à la physique, et déterminer à nouveau frais le statut épistémologique de notre discipline. 7. Cherchant à rendre compte du mouvement des sciences au XXe siècle, l'historien Eric Hobsbawm avance
Bien qu'elle soit soumise à des impératifs de cohérence et de logique, la science économique a été une forme de théologie florissante, sans doute dans le monde occidental, la branche la plus influente de la théologie séculière, parce qu'elle peut être formulée, et l'est habituellement, de manière à échapper à toute espèce de contrôle. On n'a aucune peine à montrer ce que les écoles de pensée, et les caprices de la mode, en économie doivent à l'air du temps, et au débat idéologique. 8. Jacques Sapir fait, lui, remarquer que ce N et qu'en acceptant, comme des chercheurs en sciences sociales, que les économistes peuvent mettre fin à la crise de leur discipline. 9. Quelle épistémologie pour l'économie? L'importance de l'épistémologie pour l'économie, comme pour toute discipline, qui se veut scientifique, n'est pas à démontrer. Ainsi pour Jacques Sapirdis la question de la théorie de la connaissance, sous-jacente à l'approche économique devient cruciale. Ce dernier souligne que la rupture, avec le positivisme, ce scientisme hérité du XIXe siècle, est bien le point d'achoppement principal en économie. 11. Claude Mouchois en appelle, quant à lui, à une véritable épistémologie de l'économie. 12. Il propose, dans son ouvrage Méthodologie économique 13, une approche constructiviste de l'économie. Claude Mouchois note finalement la nécessaire multiplicité des discours en économie, et en appelle à un retour du politique. Méthodologie économique. Article détaillé. Méthodologie économique. Comme la plupart des sciences humaines, l'économie peut aborder son objet de deux points de vue complémentaires. Elle est dite positive lorsqu'elle s'attache à expliquer les conséquences des différents choix, et à décrire la réalité de son objet. Normative lorsqu'elle prescrit une action, une mesure ou une route à suivre. On trouve d'autre part différentes méthodes utilisées, par les économistes, pour tester ou construire leurs théories. Les plus significatives sont sans doute l'économétrie, qui applique les techniques mathématiques, statistiques et probabilistes à l'étude des données économiques. L'économie expérimentale, qui au contraire étudie les motivations économiques, en laboratoire, auprès de petits groupes et rejoint ainsi l'économie comportementale. L'approche historique. L'économie fait depuis longtemps, depuis les physiocrates, un large usage de modèles mathématiques. Cette utilisation des modèles est, pour les économistes, rendue nécessaire par le grand nombre de données qu'ils ont à traiter, et par la volonté d'en tirer des lois générales. Les économistes pensent ainsi que les méthodes mathématiques encourageraient les chercheurs à se concentrer sur l'essentiel, et rendraient l'exposition moins sujette aux ambiguïtés. À noter, les tenants de l'école autrichienne, pour des raisons épistémologiques, adoptent une démarche radicalement différente, de type axiomatico-déductive, et refusent de recourir à toute modélisation mathématique. Études. Domaine d'étude de l'économie. Certains aspects de l'économie requièrent une attention particulière, le commerce, l'allocation des ressources, la concurrence et la monnaie. Plus généralement, l'économie est souvent divisée en deux grandes catégories. La microéconomie, qui traite des comportements et des interactions entre les agents économiques, ménages, entreprises, administrations, associations. La macroéconomie, qui examine une économie comme un ensemble, en tentant de comprendre les interactions entre les différents agrégats que sont le revenu, les immobilisations, corporelles ou incorporelles, l'emploi, l'investissement, l'épargne, etc. Les tentatives de réunion de ces deux branches ont été l'un des principaux moteurs de la pensée économique contemporaine, durant les années 1970, et le début des années 1980. Aujourd'hui, un consensus semble s'être formé chez les économistes orthodoxes autour de l'idée que la microéconomie constitue le fondement de la macroéconomie. Cette idée est cependant très contestée. Par exemple, un certain nombre de spécialistes en épistémologie économique, comme Claude Mouchois par exemple, réfutent cette idée de façon catégorique. Au sein de ces grandes divisions, on trouve des zones d'études plus spécialisées, qui tentent de répondre aux questions du point de vue plus large de l'activité humaine. Peu à peu, les théories économiques ont trouvé des applications dans des contextes beaucoup plus vastes. En effet, on peut considérer que dans tout domaine où les individus sont confrontés à des choix, l'éducation, le mariage, la vie publique, etc., on peut trouver un aspect économique. La théorie du choix public, Public Choice Theory, étudie comment une analyse économique peut s'appliquer à des domaines traditionnellement considérés comme étrangers à ce domaine. Et, de fait, les domaines d'investigation de l'économie chevauchent ceux d'autres sciences sociales, telles que la psychologie sociale, la politique ou la sociologie. Ainsi, un aspect important de l'économie est l'étude de la manière dont des stimulants, les conséquences de différentes actions, peuvent affecter le comportement d'un individu ou d'un groupe.
Les économistes pensent que les stimulants et les goûts personnels jouent un rôle important dans la préparation de la prise de décision. Ainsi, la psychologie, les sciences cognitives et la neurologie rejoignent l'économie et lui servent de matière à réflexion. Les grandes questions auxquelles les théories économiques s'efforcent de répondre. Qu'est-ce que la richesse? Comment est-elle produite? Comment est-elle répartie? Pourquoi? Comment faire évoluer la répartition? Comment augmenter la production des richesses? Quelle est la valeur des choses? La valeur du travail? Comment mesure-t-on la production? La consommation? Qui produit? Comment? Qu'est-ce qu'une ressource? Comment assurer la continuité de production avec des ressources limitées? Comment les ressources naturelles interviennent-elles dans les économies contemporaines? Quelle est la différence entre un actif matériel et un actif immatériel? Comment les actifs immatériels contribuent-ils à la richesse? Comment les externalités influencent-elles la production de richesse? Le PIB a-t-il une mesure pertinente de la croissance économique? Quelle est la différence entre la mesure des importations et des exportations à l'échelle de chaque nation européenne et à l'échelle de l'Union européenne? Quelle est la nature et l'origine de la monnaie? Quel est le statut de la propriété? Est-ce un droit naturel? Une forme de spoliation? Un phénomène contingent ou conventionnel? Développement de la pensée économique. Article détaillé. Histoire de la pensée économique. La pensée économique trouve ses origines dans l'Antiquité, notamment en Grèce antique, voire économie de la Grèce antique. Ce paragraphe décrit les développements de la pensée économique à partir de la Renaissance. Les développements au début de l'époque moderne, XVIe siècle. Joseph Schumpeter, dans son Histoire de l'analyse économique, 1954, a étudié la doctrine scolastique en général et l'espagnol en particulier. Il a fait l'éloge du haut niveau des sciences économiques, en Espagne à la Renaissance. Selon lui, l'école de Salamanque a été le groupe qui mérite le plus le titre de fondateur des sciences économiques. La pensée économique moderne s'est ensuite développée au XVIe et XVIIe siècle avec le mercantilisme. Cette doctrine économique prône le développement économique, par l'enrichissement des nations et de l'État, ou de son souverain en particulier, au moyen du commerce extérieur. Le mot vient du latin « mercatu » qui signifie « commerce », « marché », mais aussi de l'industrialisation. Elle se situe historiquement à la fin du Moyen Âge, et marque aussi la fin de la prééminence des doctrines de l'Église dans l'organisation sociale. Elle repose sur la croyance que la richesse repose sur l'accumulation des métaux précieux. Elle préconise donc de développer l'activité industrielle et l'exportation pour obtenir l'or et l'argent qui représentent la richesse d'un pays. L'État doit donner l'exemple, en créant de grandes activités, par exemple des manufactures. Notamment la France qui fait preuve d'un important interventionnisme étatique, contrôle de la production, pour assurer la qualité des produits, dans le but d'exporter de nombreux produits de luxe. L'Espagne qui possède à l'époque une grande quantité d'or, contribue donc à l'enrichissement de la France. Le mercantilisme français est représenté par des hommes tels que Jean Bodin, 1530 à 1596, Antoine de Montchrestien, 1575 à 1621, ou Jean-Baptiste Colbert, 1619 à 1683. Préclassique et classique, XVIe siècle, XIIe siècle. Le courant des physiocrates ne constitua qu'une brève étape de la pensée économique. Les physiocrates soutiennent qu'il existe un ordre naturel gouverné par des lois. Physiocratie signifie gouvernement de la nature. Le rôle des économistes est de comprendre et de révéler les lois de la nature telles qu'elles opèrent dans la société et dans l'économie, afin de montrer comment ces lois opèrent dans la formation et dans la distribution des richesses. Fondée sur l'idée que seule la terre et l'agriculture seraient créatrices de richesses, la physiocratie aura une existence assez brève, étant dès 1776 éclipsée par l'émergence de la pensée classique et la parution des recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations d'Adam Smith. Le tableau économique, 1758, de François Quesnay, principal représentant de la physiocratie, aura cependant une large postérité, car pour la première fois l'économie est présentée sous forme de flux de biens et de services. Cette représentation sera reprise et détaillée par tous les mouvements économiques postérieurs. Au XVIIIe siècle se développa surtout la pensée classique, autour tout d'abord de Daniel Bernoulli, créateur dès 1738 du concept fondamental d'utilité, puis de deux Britanniques, Adam Smith et David Ricardo. Les classiques anglais cherchent à comprendre la dynamique de la croissance dans le contexte de la révolution industrielle naissante.
Ils insistent à la fois sur le rôle du travail dans la création de la richesse, notion de valeur travail, tout en soulignant leur attachement au libéralisme économique, et leur croyance dans la nécessité d'une forte accumulation du capital et d'une répartition des revenus judicieuse, pour soutenir la croissance économique. Au XIXe siècle, la pensée économique s'est notamment développée, avec l'apport de Karl Marx. L'économie moderne est en fait avant tout un affinement de la pensée économique néoclassique, voire histoire de la pensée économique, pour un aperçu des précurseurs d'Adam Smith, ainsi que des différentes écoles qui lui ont succédé. Diversification de la pensée, ce siècle, XXIESIE accent grave CLE. John Maynard Keynes se donnait naissance à la macroéconomie dans les années 1930. De nombreux économistes utilisent un mélange de microéconomie néoclassique et de macroéconomie keynésienne. Cette combinaison, appelée parfois synthèse néoclassique, fut populaire dans l'enseignement, et fut surtout largement appliquée, en politique économique dans les pays occidentaux, après la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'à la fin des années 1970. De même, de nombreux auteurs se réclament de la pensée de Karl Marx en niant être marxiste, au sens politique ou économique le plus courant. Cependant les théories keynésiennes présentent l'inconvénient d'être source d'inflation, en effet celle-ci tend à favoriser la demande. À contre-courant des théories dominantes, on trouve la théorie du crédit social de Clifford Douglas, qui développa sa théorie dans les années 1930. De nos jours, on note une grande diversification des courants économiques, notamment par l'application de nouvelles approches techniques. L'économie quantitative, l'un des supports de l'économétrie, utilisant des techniques de modélisation dérivées des sciences physiques, l'économie expérimentale appliquée notamment à la microéconomie, l'économie comportementale, née notamment de l'étude des anomalies des marchés financiers, et des facteurs psychosociologiques qui les causent. Dans le même ordre d'idées, la socio-économie, et la neuroéconomie, née de croisements entre l'économie, et la sociologie et les sciences cognitives. Par ailleurs, l'essor des sciences de gestion, management, marketing, théorie des organisations, gestion des ressources humaines, technologie de l'information, a percolé en économie, aboutissant en particulier à l'économie de la connaissance, qui reconnaît le savoir, la compétence et l'information, comme facteurs essentiels de production et de développement, en plus des trois facteurs classiques: ressources naturelles, travail et capital. En 2014, Michel de Canter, Paul Mohuin, émerge la compréhension systémique de l'économie, ainsi que les outils de cartographie systémique et de valeur à 7 niveaux de bilan: terre, financier, processus, émotionnel, communication, connaissance, bien commun. Ceci sur base de la compréhension que l'économie est non linéaire, que tout est interconnecté. Les modèles économiques, qui activent des ressources dans leurs écosystèmes de façon holistique, au service des enjeux stratégiques des sociétés civiles, sont les plus résilients et créateurs de valeur. C'est ainsi que les effets des multiplicateurs négatifs de l'austérité peuvent s'inverser en créant de la valeur positive et contributive de façon ciblée et holistique. Présentation de l'économie orthodoxe. Article détaillé. Orthodoxie et hétérodoxie en économie. L'économie est aujourd'hui construite autour d'un paradigme dominant. On parle pour désigner les travaux construits à l'intérieur de ce paradigme, d'économie orthodoxe. Ce paradigme part du principe fondamental suivant: les ressources sont en quantité limitée, et il faut donc choisir comment les employer au mieux. En situation de rareté, le choix d'une alternative implique en effet le renoncement aux autres alternatives possibles, c'est ce que les économistes nomment le coût d'opportunité. De plus, des ressources limitées ne peuvent, à un moment donné, et dans un contexte technologique donné, conduire qu'à une production limitée, ce qui pose le problème de la redistribution des produits. En fonction de ce principe, il existe deux possibilités pour calculer l'utilité des ressources qui vont être employées. Dans la tradition classique, l'économiste considère l'utilité cardinale d'une ressource. La consommation d'un bien dispense un certain niveau de satisfaction, selon une certaine fonction d'utilité prédonnée, et l'agent choisit de consommer la ressource ou le niveau de ressource qui lui donne le plus haut niveau de satisfaction. La difficulté est toutefois de mesurer ce niveau de satisfaction, c'est pourquoi les économistes néoclassiques ont rejeté cette hypothèse et supposent désormais que le consommateur a seulement la possibilité de classer les différents biens en fonction de ses préférences. Suivant la structure des préférences de l'agent économique, ils construisent alors, lorsque c'est possible, une fonction d'utilité ordinale. Dans les modèles d'inspiration walrasienne, on cherche alors l'allocation des ressources, ou les allocations, telles qu'aucun individu ne puisse accroître sa satisfaction, sans détériorer celle de quelqu'un d'autre.
On dit alors qu'il s'agit d'allocations Pareto optimales qui ne sont que des équilibres d'un âge particulier. La distinction est la suivante. Par rapport à un état donné de l'économie, s'il est possible de trouver une allocation qui accroisse le niveau de satisfaction d'un acteur, sans diminuer celui d'un autre, alors l'économie n'est pas dans une situation dite d'optimum de Pareto, du nom de Vilfredo Pareto, sociologue italien du 19e ayant théorisé ce concept. En revanche, si une telle allocation n'est pas réalisable, l'allocation actuelle est optimale au sens du Pareto. Il faut alors remarquer qu'une allocation Pareto optimale n'implique aucunement une distribution égalitaire des ressources. Une partie du rôle des économistes orthodoxes est donc de déterminer quelles sont les mesures à prendre pour que l'économie soit dans une situation Pareto optimale, sans forcément tenir compte de critères éthiques de redistribution qui relèvent du choix politique. En général, en fonction de la nature des préférences individuelles, et en fonction de la nature des biens, publics, privés. Il préconise une décentralisation des décisions et de l'échange, et une indexation des biens, par un système de prix. Une partie des recherches porte également sur la façon dont les situations oligopolistiques et monopolistiques écartent une économie de son état Pareto optimal, et comment il est possible de rétablir l'efficience. Ces modèles suffisent donc aux économistes néoclassiques pour tirer des conclusions sur les mesures économiques à prendre. Citation. L'économie est la science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Elle s'intéresse, d'une part, aux opérations essentielles, que sont la production, la distribution et la consommation des biens, d'autre part aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations. Edmond Maliveau. L'économie est la science qui enseigne comment se forment, se distribuent et se consomment les richesses qui satisfont aux besoins des sociétés. Jean-Baptiste Say, Traité d'économie politique, 1803. L'économie politique, ou économique est une étude de l'humanité dans les affaires ordinaires de la vie. Elle examine la partie de la vie individuelle et sociale qui a le plus particulièrement trait à l'acquisition et à l'usage des choses matérielles, nécessaires au bien-être. Elle est donc d'un côté, une étude de la richesse, de l'autre et c'est le plus important, elle est une partie de l'étude de l'homme. Alfred Marshall, Principe d'économie politique, 1890. Source. Notes et références. Goodwin 2008, p. 3. Goodwin 2008, p. 5. Goodwin 2008, p. 7. Ces indicateurs ont été choisis dans une optique purement économique, sans nécessairement représenter le bonheur ou le bien-être. À titre d'exemple, la valeur monétaire de l'état environnemental de la planète est un indicateur économique que l'on ne sait quantifier. Des indicateurs concernant l'environnement, externalités négatives, ou le bien-être ont été créés vers la fin du XXe siècle. Voir l'économie, science ou pseudo-science? Par Bernard Guérien, archive, La science économique n'aura pas lieu, par Daniel Duhay, archive. Par exemple, les banques centrales, depuis quelques décennies, ont appris à limiter l'impact des crises financières, en intervenant rapidement sur les marchés financiers. Les investisseurs, mis en confiance, intègrent progressivement cette nouvelle donnée en prenant des risques supplémentaires, ce qui aboutit ainsi à une nouvelle instabilité financière. Claude Mouchot. Pour une véritable épistémologie de l'économie. Archive. Eric Hobsbawm, L'âge des extrêmes. Histoire du court XXe siècle, 1914 à 1991. Complexe, 2003, p. 704. Les trous noirs de la science économique. Essai sur l'impossibilité de penser le temps et l'argent, éditeur.économie, p. 39. Voir aussi l'article d'André Orléans, Essentialisme monétaire et relativisme méthodologique, archive. Les trous noirs de la science économique. Essai sur l'impossibilité de penser le temps et l'argent, éditeur.économie, p. 117. Les trous noirs de la science économique. Essai sur l'impossibilité de penser le temps et l'argent, éditeur.économie, p. 165. Voir cet article, archive. Méthodologie économique, Seuil, Poche, 2003. Bibliographie. En, Crafure des Goodwin. History of Economic Truth, The New Palgrave. 2008. Voir aussi. Sur les autres projets Wikimedia. Sciences économiques, sur Wikimedia Commons Sciences économiques, sur Wikisource Sciences économiques, sur Wikicode. Aspects généraux. Chronologie des faits économiques. Chronologie de la pensée économique. Histoire de la pensée économique. Théorie économique. Orthodoxie et hétérodoxie en économie. Liste des revues académiques en économie.
Aspect particulier. Économiste. Libéralisme économique. Économie de la santé. Lien externe. FR, les échanges entre sciences économiques et autres sciences sociales, Edmond Maliveau, 2001. Affiché, VM. Courant de la pensée économique. Affiché, VM. Système économique. Affiché, VM. Branche des sciences économiques. Portail de L'économie. Portail de L'économie. Finance. La finance recouvre un domaine d'activité, celui du financement, qui consiste à fournir l'argent nécessaire à la réalisation d'une opération économique. Ce domaine concerne aussi bien les individus, les ménages que les entreprises publiques ou privées, mais aussi les États. La recherche de financement obéit à 2 types d'objectifs suivant le volume initial de capital. À niveau de capital restreint, on cherche à obtenir des capitaux nécessaires et suffisants pour entreprendre, maintenir ou développer une activité. À niveau de capital avéré, l'objectif est de trouver les placements les plus pertinents en performance et en sécurité en fonction de la valeur temps de l'argent. Le mot « finance » peut également désigner soit les techniques qui permettent de façon raisonnée d'obtenir et de placer des capitaux, soit les agents économiques, ou les institutions, qui recherchent des capitaux disponibles ou souhaitent en placer, soit une définition liminaire qui serait « acheter ou vendre de l'argent ». Pour se financer, un agent économique, une organisation privée ou publique, ou un particulier, peut procéder par autofinancement, c'est-à-dire en utilisant ses bénéfices antérieurs, ou ses réserves financières disponibles, par financement direct, en faisant appel au marché financier, émission d'actions ou d'obligations, par financement indirect, ou intermédiaire en ayant recours au crédit bancaire. Schéma synoptique des points de la finance. Sommaire. 1. Étymologie et histoire. 2. Les parties prenantes à l'activité financière. 3 domaines d'activité de la finance. 3.1 Type de finance. 3.2 Rôle des marchés. 3.3 Disciplines mobilisées dans le cadre de la finance. 4 Enjeux et finalités de la finance. 4.1 Rémunération de la finance. 4.2 Finance et mondialisation. 4.3 Finance et industrie. 4.4 Financiarisation et biens communs. 4.5 Quelle place dans l'économie? 5 Notes et références. 6 Voir aussi. 6.1 Article connexe. 6.2 Lien externe. Étymologie et histoire. Le terme « finance » est dérivé du mot latin fini qui signifie « le terme ». En français du XIIIe siècle, le verbe finir veut d'abord dire « finir une transaction et donc payer ». Par la suite, le mot évolue pour désigner des « ressources financières » et à partir du XVIe siècle des « affaires d'argent ». Au XVe siècle apparaissent en France les « gens de finance » qui sont des fonctionnaires, recrutés par les princes, chargés de gérer l'argent issu des privilèges. Plus tard, ces charges deviennent héréditaires. Ce n'est pas le cas en Angleterre ou en Italie, où les rôles et contre-rôles financiers vont échapper très tôt, d'une part à la morale ecclésiastique qui voit en l'argent, et sa gestion un péché lié à la vénalité, à l'avarice, d'autre part, aux emplois sous tutelle d'État. La France va donc prendre un retard considérable dans le commerce de l'argent, et le développement des banques de. Le premier traité sur ces questions, celui de Nicole Orem, date de 1355. Cependant, se produit le développement des bourses des valeurs. Cette éclosion a été accélérée par la croissance de places financières et commerciales en Europe, avant le développement du commerce maritime international. Des flux sensibles se mettent en place très tôt entre des places d'argent comme Venise et Gênes, mais aussi Anvers, Troyes et Londres, Brême et Augsbourg, etc. Même si de nombreux livres lui sont consacrés entre le milieu du XVIIIe siècle III et le début du XIXe siècle, au moment de l'éclosion de l'école classique, c'est seulement à partir de 1958 que la finance est devenue une sous-discipline de l'économie, en lui empruntant ses raisonnements formalisés et ses mécanismes d'optimisation. Auparavant, la gestion financière consistait essentiellement en un recueil de pratiques, qui n'étaient pas nécessairement encadrées ou réglementées par des institutions légales. La finance est largement devenue de nos jours un négoce d'instruments et de transfert des anticipations de revenus et de risques, dont les prix peuvent être négociés sur des marchés ou auprès d'institutions. Les risques peuvent être ainsi transférés à ceux disposés à les prendre, contre des revenus espérés, et les intermédiaires financiers peuvent pratiquer une compensation des risques inverses. Par exemple, le risque de change d'un importateur est inverse de celui d'un exportateur, le risque de taux d'un prêteur est inverse de celui d'un emprunteur. La diversification des risques, etc. Les parties prenantes à l'activité financière. Tous les agents économiques ont vocation pratiquement en permanence à recourir aux moyens offerts par la finance. Les particuliers pour leurs placements et leurs emprunts, les entreprises pour obtenir des capitaux,
et gérer leur trésorerie, l'État et les collectivités publiques, pour assurer l'équilibre entre leurs dépenses et leurs recettes et financer leurs projets d'infrastructure ou d'équipement, les institutions financières elles-mêmes pour ajuster leurs ressources et leurs emplois. Elles interviennent pour leurs besoins propres, sur les marchés financiers, les intermédiaires financiers, dont la vocation est de faciliter le rapprochement entre l'offre et la demande de produits financiers. Ces intermédiaires financiers se distinguent par la nature des services qu'ils rendent à leur clientèle et des produits qu'ils sont à même de négocier. Les conseillers financiers, conseils en patrimoine et gestionnaires de fortune, les banques qui recyclent les dépôts et l'épargne, les organismes de crédit aux particuliers ou aux entreprises, les marchés organisés, bourses, où s'échangent divers actifs financiers négociables, les caisses de retraite, fonds de placement et institutions uniques. Les compagnies d'assurance, qui doivent préserver la valeur des réserves ou provisions venant en garantie des risques qu'elles assurent, les entreprises d'investissement, héritières des sociétés de bourse depuis la loi de modernisation financière de 2006. Une classe particulière d'organismes financiers est constituée par les instances de régulation nationale et internationale ainsi que par les agences de notation. Les marchés financiers sont en effet marqués par des épisodes de croissance exubérante et de dépression sévère qui posent le problème toujours renouvelé de leur régulation. Domaine d'activité de la finance. Selon Dembski 4, la finance est un sous-système économique qui remplit 3 fonctions spécifiques. Tout d'abord, garantir la circulation des transactions financières. Ensuite, réunir l'épargne et la mettre au service de projets d'investissement. Enfin, évaluer le risque, lui attribuer une valeur et faire en sorte qu'il soit rentable. Type de finance. Salle de marché du NIS, avant et l'introduction des écrans et de la cotation électronique. La finance se subdivise traditionnellement en plusieurs périmètres d'activité définis par la clientèle servie. La finance publique recouvre le financement des actions et du budget de l'État, des collectivités publiques et des organismes sociaux. La finance privée concerne la gestion de patrimoine et des revenus personnels en préparation de la retraite. La finance d'entreprise accompagne la gestion financière des entreprises en matière d'exploitation, trésorerie de court terme ou d'investissement, moyen et long terme. Rôle des marchés. La finance de marché désigne les mécanismes par lesquels il est possible de faire appel au marché pour se financer directement, opérer des placements, se couvrir ou d'utiliser des instruments financiers complexes comme les options. Les marchés financiers sont devenus depuis les années 1980 l'un des principaux circuits de financement de l'économie, en complément des banques. Aux États-Unis, le recours au marché est plus répandu qu'en Europe continentale. Ils comprennent les marchés d'actions, qui sont les plus connus du grand public, mais pas les plus actifs. Les marchés de taux d'intérêt qui, par leur cotation continue, constituent de très loin le plus grand marché de la planète et se subdivisent en marché monétaire pour le court terme, marché obligataire pour le moyen-long terme, le marché d'échange ou Forex. Il existe par ailleurs de nombreux marchés de matières premières et de produits de base, pétrole, blé, etc., qui peuvent donner lieu à des interventions motivées par des ressorts financiers alors qu'en principe leurs transactions sont réputées contribuer à l'établissement des prix des produits dits de base. Discipline mobilisée dans le cadre de la finance. Plusieurs visions théoriques et outils d'optimisation existent qui sont destinés à faciliter les prises de décisions financières. Au niveau de la microéconomie. Mathématiques financières, ensemble d'outils de calcul pour la modélisation et l'aide à la décision utilisés dans les différentes branches de la finance, notamment les calculs sur les taux d'intérêt et les instruments financiers. Choix d'investissement, critères et méthodes pour sélectionner des investissements en fonction de leur rentabilité prévisionnelle ou de leur création de valeur. Évaluation financière, estimation de la valeur des actifs, que ceux-ci soient financiers, actions, obligations, options, voire actifs financiers, ou des entreprises, voire évaluation d'entreprises, ou encore des biens immobiliers. Politique financière, choix des financements des sociétés dans le but d'optimiser leur coût moyen pondéré du capital, CMPC. La répartition entre le financement par capitaux propres et par dette, la politique de dividendes, sont des questions centrales de la politique financière. Théorie moderne du portefeuille, optimisation de la répartition des actifs par diversification. Initialement développée pour les marchés financiers, cette discipline sert également au champ de la finance d'entreprise. Plus généralement, on parle de gestion du risque. Finance comportementale, identification des facteurs psychologiques individuels et collectifs intervenant dans les décisions financières et leurs effets sur la formation des prix et sur les rendements financiers.
Au niveau de la macroéconomie, la politique monétaire et finances publiques internationales servent des objectifs macroéconomiques. Par exemple, la politique monétaire est menée par les banques centrales, avec des interactions avec les organismes officiels internationaux, FMI, Banque mondiale, Banque des règlements internationaux, BEI, BERD, etc. Enjeux et finalités de la finance. Rémunération de la finance. La finance est d'une certaine manière un service rendu. La question est ouverte et largement débattue quant à la rémunération de ce service. Sur un plan opérationnel, l'idée d'indemnité est censée rétribuer différents éléments. L'aptitude à concilier les exigences des offreurs et des demandeurs de capitaux, l'aptitude à décider et opérer des placements ou capitaux afin d'en obtenir la valeur financière la plus grande, pour un niveau de risque approprié. Dans une perspective plus large, il convient de trouver des outils d'optimisation des flux financiers capables de prendre en compte la complexité et la variété des situations. Biais de la finance comportementale, prise en compte des intérêts divergents des parties prenantes, rationalité limitée. Finance et mondialisation. Compte tenu de l'extension de la convertibilité des monnaies et de la mondialisation des échanges, la finance est désormais internationale. L'apparition de produits financiers internationaux complexes et d'opérateurs non régulés agissant à partir des paradis fiscaux a largement été associée au développement de la crise des marchés financiers qui paralyse actuellement l'économie mondiale, posant la question de la mise en œuvre de régulations mondiales renforcées. Le système financier est international. Il est présent dans chaque pays, avec des flux circulants, de l'un à l'autre avec toutefois certaines restrictions locales. Il rassemble un ensemble d'acteurs, reliés entre eux par un réseau de communication, formant une série de marchés financiers spécialisés visant chacun à équilibrer l'offre et la demande dans un actif financier particulier. Cet équilibre est obtenu par la confrontation des ordres, entre les divers acteurs détenteurs de moyens monétaires, ou financiers notamment. Au niveau des institutions financières, le système comprend entre autres les banques supranationales, par exemple la Banque Centrale Européenne, la Banque des règlements internationaux, les banques centrales nationales, les banques commerciales, les sociétés financières, les caisses de retraite, la sécurité sociale et les caisses de prévoyance, les compagnies d'assurance, le trésor public, les marchés financiers. La superposition des différents marchés financiers, actions, taux d'intérêt, devises et matières premières, et son extension à tous les pays, forment ce qu'on appelle le système financier international. Le système financier cherche à faciliter une bonne allocation des capitaux, favorable à l'essor économique. Ce rôle primordial explique la place importante de la finance dans les pays développés, avec une part de 5% à 10% du PIB, produit intérieur brut. Finance et industrie. Selon Gabriel Coletti 5, certaines formes de financiarisation des stratégies des entreprises doivent être remises en cause, car elles inversent le sens de la relation traditionnelle entre investissement et finance. Au lieu de sélectionner les financements possibles des investissements qu'elles souhaitent réaliser, elles choisissent les investissements en fonction d'une norme de rentabilité et d'un revenu promis aux actionnaires, surtout lorsque ceux-ci sont des fonds d'investissement. Ainsi, des activités peuvent être délocalisés, et des investissements abandonnés non parce qu'ils ne sont pas rentables, mais parce qu'ils ne le sont pas assez. Ainsi, les deux puissants moteurs de cette évolution sont la préférence accordée aux stratégies de croissance externe et l'alignement des intérêts des managers sur ceux des actionnaires, attribution de stock options et ou de rémunération variable indexée sur la rentabilité. Il s'ensuit une stérilisation des richesses créées par les entreprises. Nombre d'entreprises utilisent leurs profits pour procéder à des rachats de leurs propres actions. La réduction des titres en circulation provoque mécaniquement l'augmentation du bénéfice par action. D'autre part, la croissance de la part des profits distribués aux actionnaires sous forme de dividendes. En 30 ans, le résultat brut des entreprises a été multiplié par un peu moins de 3, tandis que les dividendes l'ont été par plus de 16. La financiarisation a fait disparaître en France la majeure partie des entreprises grandes et moyennes véritablement indépendantes. Le groupe est devenu la structure dominante. Gabriel Coletti pose la question, la finance est-elle en train de tuer l'industrie ? 7. Le groupe n'est rien d'autre, le plus souvent, qu'une structure orientée par des considérations actionnariales, financières et fiscales. L'analyse de la contribution de l'industrie à l'activité économique est désormais loin d'être évidente. Si l'industrie française pèse environ la moitié de l'industrie allemande, en termes de valeur ajoutée, ses investissements à l'étranger sont le double de sa conjointe allemande. L'Allemagne favorise l'investissement et la production domestique, alors que la France, marquée par le poids de grands groupes financiarisés extravertis, produit et fait produire de plus en plus à l'étranger.
Pour G-Coletti, c'est sans doute là que réside l'une des raisons de la symétrie des balances commerciales, plus que dans le coût du travail. 8. Financiarisation et biens communs. Article détaillé, investissement socialement responsable. Article détaillé, finance islamique. Article détaillé, doctrine sociale de l'Église. Selon l'Observatoire de la finance 9, la montée en puissance de pratiques, de techniques mais aussi de représentation et de valeurs inspirées par la finance se traduit par un processus de financiarisation. Cette mutation a transformé l'économie et la société contemporaine, en les organisant autour d'une nouvelle cohérence articulée sur l'efficacité financière, et sur une vision du temps linéaire spécifique à la finance. Cette cohérence s'approche avec la crise actuelle de son point de rupture, ce qui expliquerait l'atmosphère de fin de règne ressentie par certains. Selon Denis Dupré, spécialiste des risques financiers et écologiques 10. La démesure de notre système financier reflète une économie titanique, 11 minée par la puissance exponentielle de l'économie nuisible. Les financiers, contrairement aux économistes, parmi lesquels des opinions différentes s'expriment, forment un corps soudé d'experts, souvent complices par leur silence, et une action douce sur la lutte contre les pratiques mafieuses, la corruption et les paradis fiscaux. 13. La profession financière s'oppose aux réformes urgentes, que sont notamment la mise au service des citoyens de la BCE 14,15, la séparation des banques, et l'interdiction de la finance casino 16, la réforme des marchés boursiers 17. Galgiro propose de considérer comme un bien commun les liquidités des actifs, sur les marchés financiers et le crédit 18. Quelle place dans l'économie ? Le débat sur la place de la finance dans l'économie se réanime chaque fois que surviennent des crises financières. En France, le débat a été relancé, après la première vague de libéralisation des marchés. Le Monde Affaires du 28 février 1987 titre ainsi « L'industrie malade de la finance, une déclinaison du mythe » de l'économiste libéral Bertrand Jacquillet. 19. Paul Dembski, fondateur de l'Observatoire de la finance, fait paraître un ouvrage intitulé « Marché financier, une vocation trahie » 20, 200 milliards de dollars par jour, du banquier Gérard Holmes 21,22. Le débat va s'amplifiant avec les polémiques soulevées par le krach boursier d'octobre 1987, et surtout par la crise des subprimes de 2007 à 2008. Le poids du secteur financier dans l'ensemble des activités économiques à l'échelle de la planète est tel qu'il serait potentiellement créateur de déséquilibres pouvant conduire à des crises graves. Concernant le poids dans l'économie, l'économiste Thomas Philippon a calculé que le secteur financier représente 8% du PIB en 2006. Probablement au moins 2% au-dessus de la taille qu'il devrait avoir pour exercer sa tâche normale de financement de l'économie. 23. Concernant l'endettement non maîtrisé, sinon le surendettement, de certains agents économiques, ménages, collectivités locales, voire États réputés, souverains, dont la charge financière, fixe n'est plus compatible, lorsqu'elle est excessive, avec des revenus sujets aux évolutions de la conjoncture. Concernant les rémunérations, l'économiste Thomas Philippon, Université de New York et École d'économie de Paris, a calculé vers 2008 que les salaires de la finance sont 40% au-dessus de ce à quoi on pourrait s'attendre, soit l'écart le plus important depuis 192-1924. Concernant l'emploi des diplômés, selon l'économiste Esther Duflo, MI, École d'économie de Paris, 15% des diplômés de Harvard de l'année 1990 travaillent dans la finance contre 5% en 1975. 25. Elle estime que ce que la crise révèle de manière brutale et coûteuse, et que toute cette intelligence n'est pas employée de manière particulièrement productive. 26. Selon la FIC, les entreprises soutenues par le capital investissement représentent 1,5 million de salariés en France. 27. Georges Pauget précise que le secteur financier représente 1 million de collaborateurs en France. 28, dont 40% d'entre eux pour le seul secteur bancaire. 29. Fin 2011, les sociétés d'assurance avaient investi 925 milliards d'euros dans les entreprises, soit 54% de leurs actifs. 30. Outre l'immobilier, les Français auraient 3 et 600 milliards d'euros de placements financiers dans leur patrimoine en 2011, dont 39% sur des comptes d'assurance vie. 31. Notes et références. In Dictionnaire étymologique Larousse, 1971. Philippe Wolff. Commerce et marchand de Toulouse, in la France à la fin du XIVe siècle, renouveau et apogée, Paris, acte publié par le CNRS, 1994. En France, Turgot fut l'un des premiers à penser le concept. Dembski, Paul H. Moret, Natacha, Corps. Sortir du dédale de la financiarisation,
pour une finance au service du bien commun, Observatoire de la finance, novembre 2001. Archives. Professeur à l'Université de Toulouse, ancien conseiller scientifique au Commissariat général du plan et auteur de « L'urgence industrielle, le board le 2012 ». Rapport présenté par Jean-Philippe Coty, directeur général de l'INSEE au président de la République. Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écart de rémunération en France, INSEE 2010. Alternative économique numéro hors série, 3 degrés trimestre 2012. G. Colette Iop. Si. Fondation de droit suisse domiciliée à Genève, où elle jouit d'un statut d'utilité publique. 1. Archives. Travaux et recherches. Archives. Denis Dupré. L'économie titanique a-t-elle assez de canaux de sauvetage? Archives. Libération, 13 octobre 1998. Denis Dupré. Du sauvetage des banques au naufrage des États, silence des financiers, et hypocrisie de l'Europe. Archives, Le Monde, 16 juillet 2012. Denis Dupré. Le sauvetage des banques chypriotes a épargné les mafias, mais pas les contribuables. Archives, Le Monde, 15 avril 2013. Denis Dupré. La création monétaire ne doit pas être un crime contre les peuples. 17 février 2012. Archives, sur letemps.ch. Denis Dupré, sauver l'Europe avec la BCE dans le cadre des traités existants. Archives, Le Temps de Genève, 3 octobre 2012. Denis Dupré, Marc Chenet et Paul Jorion, la finance casino, risque de détruire nos sociétés. Archives, Le Temps de Genève, 26 septembre 2012. Marc Chenet, Denis Dupré et Olivier Taramasco, arrêtons la cotation, en temps continu sur les marchés financiers. Archives, lemonde.fr, 27 novembre 2012. Gal Giraud, L'illusion financière, édition de l'Atelier. 2012, 168 p. ISBN 978-2 708 586. Bertrand Jacqui à lettre d'information de la FINO 29, avril 1987. Édifif, Fondation pour le progrès de l'homme. In la revue Communication, 1989. Numéro 50, page 213-225. Gérard Worms, Archives. Étude citée par Esther Duflo in Libération, 7 octobre 2008, page 37. Étude citée par l'économiste Esther Duflo, MI, École d'économie de Paris, in Libération, 7 octobre 2008, page 37. In Libération, 7 octobre 2008, page 37. In Libération, 7 octobre 2008, page 37. PDF, étude du 28 novembre 2006 par la FIC, et Ernst & Commercial Young. 4850 entreprises soutenues par le capital investissement, emploient 1,5 million de salariés en France. Archives. Allocution du 23 janvier 2013, lors de la remise du deuxième livre blanc, sur l'assurance dans les locaux de Finance Innovation. Le secteur bancaire emploie environ 390 000 personnes, chiffre FBF 2008. Archives. Fin 2011, les sommes investies dans les entreprises atteignent 925 milliards d'euros et représentent ainsi 54% des actifs des sociétés d'assurance. Archives. Les Français épargnent-ils trop? Par Christian Chavagneux, une alternative économique, septembre 2012, no 316, page 60. Voir aussi. Sur les autres projets Wikimedia. Finance, sur le Wiktionnaire Finance, sur Wikiversity Finance, sur Wikicode. Article connexe. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Bourse des valeurs et marchés financiers. Conseiller en investissement financier. Crise financière et risques financiers. Dette et crédit. Économie. Épargne et investissement. Établissement de crédit. Finance islamique. Finance Watch, Association internationale de vigilance. Fonds européen de stabilité financière. Gouvernance financière. Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Monnaie et banque. Lien externe. Barci de l'Observatoire de la finance. Barci de l'organisation, Finance Watch, bar endettement financier et conséquences directes. Bar Observatoire de l'endettement des ménages. Portail de la finance, portail de la finance.